On va passer au recommandé du jour. On a beaucoup parlé d'Avatar. On se pose une question, est-ce que ça fait vraiment passer le message de James Cameron sur l'écologie? C'est le recommandé d'aujourd'hui, Avatar. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. 13 ans après le premier opus, James Cameron revient sur grand écran avec Avatar 2, La Voix de l'eau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que techniquement, le film est... mighty. Ici, pas de fond vert, mais des capteurs de mouvement qui font du film une véritable prouesse numérique. You are very hard on them. I'm the father. It's my job. Le film approche les 2 milliards de recettes en à peine un mois. The #1 movie in the world. Il pourrait détrôner le premier Avatar, qui est toujours à l'heure actuelle le plus gros succès de l'histoire du cinéma mondial. My goal with Avatar was to have people dream with their eyes wide open. Faire rêver les gens, oui, mais en faisant passer un message écologique. The expanding world of Avatar allows us to appreciate the beauty of our biomes here on Earth. Our oceans cover 70% of the planet and have a rich diversity of life. We're not doing enough about climate change. James Cameron, fasciné par la nature, a lui-même atteint le fond des océans. I've spent over 2,500 hours underwater, and I've seen things that are absolutely astonishing. Et fait donc d'Avatar 2 un film spectaculaire qui a aussi pour but d'alerter les consciences. It's not a film that beats you over the head with its message. It just asks you to feel something for the oceans, and then maybe, at least for a few people, that may translate into action. Alors, est-ce qu'Avatar a réussi son pari? Est-ce que le message écologique est bien passé? Bonsoir Périg Pitrou, vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. À vos côtés, David Fakrikian, vous êtes journaliste chez Première, spécialiste de James Cameron, et vous avez écrit James Cameron, l'Odyssée d'un cinéaste. Vous avez tous les deux vu Avatar, La Voix de l'eau. David, je crois que vous l'avez vu 2 fois. Est-ce que le message de James Cameron passe réellement? Le message, non, je pense qu'il ne cherche pas vraiment réellement à assommer les gens avec un message. Il pense à les amener dans un voyage, à les dépayser, à les sortir un peu de l'ambiance actuelle. On le sait, on est post-pandémie, tout n'est pas joli, quoi. Mais ça, il le savait. Et donc, pas c'est un désir d'évasion, ouais. Et en filigrane, en fait, il y a énormément de choses donc, qui réussit à passer sur les militaires, le complexe militaro-industriel, l'écologie, bien entendu, la préservation de la nature, de notre terre, quoi. Est-ce que vous, qui êtes chercheur au CNRS, vous avez vu Avatar? Oui. Qu'est-ce que vous en avez déduit? Qu'est-ce que ça vous a... Déjà, je tiens à dire que j'ai adoré, puisqu'on parle de recommander un film, donc c'est un film que je recommande de voir. Je pense qu'on a beaucoup parlé du message écologique. Dans le fond, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est l'écologie des images. C'est comment le cinéma a un pouvoir d'animation du monde, qui nous permet de regarder le monde d'une façon nouvelle, en fait. Et donc, j'ai adoré ce voyage... qui permet d'avoir une familiarité. Vous mettez une vibe de ouf, là. Hein, ouais, moi, là, j'ai pas vu Avatar, mais ça, c'est mieux. Franchement. Hein. Il y a une vraie familiarité avec des animaux marins qui permet, en fait, d'avoir une expérience de sortie de l'humanité, de proximité avec des vivants non humains. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un message, mais c'est une expérience, en fait, du décentrement par rapport à l'humanité. Est-ce que c'est un film qui peut éveiller les consciences, qui peut avoir au moins cette portée-là? Parce qu'on s'évertue dans tous les sens à faire passer des messages autour du problème climatique, de l'urgence écologique. En ce moment, on est envahi par les questions identitaires alors qu'on voit des catastrophes naturelles dans tous les sens. Et on a l'impression que, comme le disait l'autre, on regarde ailleurs pendant que la planète brûle. Est-ce que là, vous pensez que ce film aurait un pouvoir au moins pour éveiller les consciences? Je pense qu'en fait, ça permet à la fois d'éveiller, d'élargir la sensibilité. Et c'est aussi un film qui permet de réfléchir aussi sur la question culturelle et pas simplement le rapport à la nature. Et en fait, Avatar 1 et Avatar 2 sont des grands films de l'apprentissage et du passage d'une culture à l'autre. Dans le premier, on a un humain qui passe de la culture humaine à la culture Na'vi. Et dans le 2, on a des Na'vis qui passent d'une culture forestière à une culture marine. Et en fait, là, il y a un message qui est très intéressant, c'est de voir comment, en étant bien guidé, on peut passer d'une culture à l'autre, on peut apprendre de nouvelles règles sociales, et ces nouvelles règles sociales, elles sont aussi articulées à un rapport à un milieu marin, à un milieu d'êtres vivants non humains, avec lesquels aussi on peut entretenir des rapports non seulement de familiarité, mais de communauté. Et je pense que c'est un film qui aborde en fait la question de la communauté, et pas simplement
les humains en position dichotomique par rapport à la nature, mais on essaye de penser un système dans lequel on a un monde commun, on a une communication avec les animaux, on communie avec eux et on forme en fait un même collectif. Et donc je pense que, je ne sais pas si c'est un message à proprement parler, mais c'est véritablement une façon de sensibiliser les spectateurs à cette complexité du monde à travers un jeu de perception et de sensibilité, mais aussi de questions logiques, de questions de réflexion sur le passage entre la réalité et le virtuel. Et comme les grands films comme Matrix ou Existence, on voit bien que ce film s'inscrit aussi dans ce rapport au monde qui est troublé par rapport à la nature, parce que c'est un rapport technique. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce film m'a pas fait penser forcément à une œuvre de fiction, mais m'a fait penser au commandant Cousteau. Ouais. Ça m'a rappelé, quand j'étais petit et que je voyais le commandant Cousteau, aux sensations que j'avais, à l'espoir que j'avais. Commandant Cousteau, c'est quelqu'un qui parlait pour les générations futures, et ça m'a rappelé ça. Tout à fait. Cameron est un très grand fan de la série des Cousteau. En fait, c'est des émissions, donc des reportages qui passaient régulièrement. Je m'en souviens, moi, c'était au début des années 70. Et il y avait eu toute cette vague. Et lui, il est vraiment le fruit, en fait, de cette période-là, où en fait tout le monde voulait partir à la mer, faire descendre sous l'eau, soit avec des bouteilles d'oxygène, soit avec au tuba. Et littéralement, en fait, découvrir l'univers marin. Donc Cousteau a fait énormément, même dans le monde entier, là-dessus. Et Cameron a assimilé ça au point où il est cinéaste, mais il est aussi explorateur, donc il explore très souvent les fonds sous-marins. Ça, on le sait moins, mais c'est aussi quelqu'un qui fait de la plongée à un niveau colossal, puisque c'est un des premiers hommes, et peut-être même le seul, je crois, à avoir atteint le fort des Mariannes, qui est vraiment le cœur de l'océan, enfin, c'est-à-dire le point le plus bas au monde. Donc c'est un plongeur extraordinaire aussi, il me semble. Tout à fait, et la pression, d'ailleurs, est très, très, très forte à cet endroit-là, quoi. Et on a de la chance qu'il ait réussi à construire un submersible qui fait qu'il a réussi à remonter et qu'il s'en est tiré. Mais c'est ça, que ce soit Cousteau ou Cameron, en fait, leur exploration, elle les a tous les deux poussés à construire des techniques complètement fabuleuses qui n'existaient pas avant, en fait, et qui ont servi au cinéma ensuite. Toi, Charlotte, le film t'a fait pleurer. Tu m'as dit j'ai pleuré. Ah oui, moi j'ai pleuré pendant tout le film. Je crois les 5 premières minutes, j'ai commencé à pleurer. À un moment, les lunettes, je voyais plus rien. Pourquoi ? Mais déjà de beauté, je trouve que c'est super en fait de faire un film comme ça. Oui, effectivement, il y a l'écologie. Souvent, il y a de la culpabilité quand on parle d'écologie. Là, en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment montrer la beauté pour qu'on ait envie de la protéger, pour qu'on ait envie de s'intéresser à ça et surtout de respecter les océans qui sont un enjeu écologique énorme pour ces prochaines années, quoi. Mais c'est une vraie expérience sensorielle, ce Avatar. La première fois que j'ai vu les images, donc c'était avant de voir le film en entier, on m'avait montré une preview. Au bout de 3 images, dont certaines qu'on voit là, je me suis retourné vers mon voisin et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, quoi ? C'est dingue. Où est-ce qu'on est ? J'ai jamais vu un truc pareil, quoi. » Et je ne m'attendais pas, d'autant que ça fait beaucoup d'années que Cameron il a traîné 13 ans quand même pour faire ces avatars-là. Et une chose intéressante, c'est que les scénarios ont été écrits en 2014-2015. Même avant, moi je vous le dis, parce que j'ai eu la chance de travailler avec l'acteur principal d'Avatar. Sam Worthington. On s'est retrouvés dans un film ensemble qui s'appelle Le Choc des Titans. Et il venait de faire Avatar 1 et il parlait déjà d'Avatar 4. En fait, James Cameron lui a déroulé toute l'histoire et le type sait qu'il a du travail pour des années. Tout à fait. Et au moment ou pas, peut-être qu'il veut. Je n'ai rien spoilé. Et au moment où tu as fait ce film, en fait, Cameron avait écrit un scénario, mais qu'il a acheté à la poubelle, et qui sort là en bande dessinée, qui sortira le trimestre qui arrive là en France en bande dessinée, qui était un autre scénario d'un autre Avatar 2, dont finalement il a juste pris des bouts et ils ont tout refait avec un pool de scénaristes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours cette chance, en fait, d'être sur le pouls de ce qui se passe dans le monde entier, ce qui fait que les gens percutent à ces films. Et puis, il y a aussi le côté l'œuvre d'une vie, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a battu tous les records avec Titanic. Il aurait pu s'arrêter là, et là, il dédie son talent, son travail, alors il paraît qu'il voulait arrêter le cinéma à un moment. Et il a fait Avatar. C'est un grand chantier. Pour moi, c'est les travaux d'Hercule, les Avatars. Littéralement, quoi. Il va en faire 4. Là, il en a fait 2 déjà. Je pense qu'il y a un rapport au temps aussi qui est très présent dans Avatar 2. Tous ces moments de familiarité, d'apprentissage
qui aurait pu être réduit. Mais en fait, un des effets de l'apprentissage, en particulier de la coexistence avec des animaux qu'on va chevaucher sur l'eau ou dans les airs, c'est de créer aussi chez les spectateurs cette acceptation d'un univers aux règles quand même assez particulières, qui est très irréel. Et très rapidement, on a cette impression d'immersion dans le réel. Et je pense qu'à l'échelle de la saga, il y a aussi cette temporalité qui consiste à construire brique par brique un univers qui a sa cohérence. Et pour l'anthropologue et l'anthropologie, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir qu'il est très difficile en science-fiction de décrire un monde avec des êtres vivants sans décrire dans le même temps un monde avec des règles sociales. Et ça, c'est vraiment une leçon qu'on peut tirer du film. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, dans Avatar, on a aussi peur pour la planète que pour la famille. En fait, les deux sont liés et sont interconnectés. Alors c'est sûr qu'il y a une tentative pour créer un point de convergence entre une micro-histoire et une macro-histoire. Donc ça participe effectivement de la complexité du film, avec aussi des questions liées à la vengeance. Donc là, il y a bien des grands fondamentaux de l'anthropologie, l'hospitalité, la migration, la vengeance. Et toutes ces règles, en fait, on voit bien qu'elles vont structurer les rapports entre les humains, mais qu'elles impliquent aussi la communauté des animaux. Donc c'est intéressant d'avoir un monde, en fait, qui est soumis à la fois aux règles biologiques et écologiques, mais qui respecte des règles ou qui les transgresse, avec ces jeux sur qui va être puni, qui va défendre l'honneur de celui qui a été agressé. Et on voit bien qu'il y a une sorte de démultiplication, en fait, des points de vue et des règles sociales. Je m'adresse à Johanna, la psychologue. Est-ce qu'une œuvre peut influencer et changer les consciences? Par exemple, un enfant qui voit Avatar, ou est-ce qu'il peut avoir une conscience qui se développe? Complètement. Je pense que toutes les œuvres qu'on voit, qu'elles soient cinématographiques ou en peinture ou quoi que ce soit, même les œuvres littéraires, éveillent des consciences, attirent l'attention sur des points cruciaux du développement et sur ce qu'on a envie de découvrir et de développer chez nous. Donc c'est très très important. Et je suis très touchée de voir à quel point un film aussi technique réussit à émouvoir à ce point, susciter des émotions humaines à travers la technologie. Je trouve ça fantastique. Mais en fait, justement, c'est pour ça que le film, on a vraiment l'impression d'y être. Tout est basé sur la technique. En fait, James Cameron, au lieu de faire les scènes sous l'eau dans un studio FX habituel avec les panneaux verts derrière, il a dit à tous les acteurs, vous allez tous apprendre à plonger. On va tous, il a créé une piscine studio énorme, ce qui n'avait jamais été fait. Et il a tout filmé dans l'eau. Les acteurs sont dans l'eau. Et c'est ça qui rend le truc très, très réel, quoi. Il y a aussi, je crois, un truc d'images par seconde. Habituellement, on filme au cinéma à 24 images par seconde. Lui, il est passé entre 48. Il a fait sa petite cuisine pour donner, ce que vous évoquiez tout à l'heure, une sensualité particulière aux images. Et donc, apparemment, ça émeut d'une manière plus humaine, quoi. C'est différent. Un vrai sentiment d'immersion, en fait. Oui. Et il utilise de manière assez parcimonieuse le 48 images secondes. Donc, les films, en général, tout le temps, sont en 24 au cinéma, quoi. Et là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il utilise dans les scènes sous-marines, par exemple, ou dans les scènes d'action, quand il veut donner cette impression d'hyper-réalité, qui est presque... D'ailleurs, son but, il le disait, c'est d'atteindre le rêve, en fait, d'atteindre les sensations qu'on a quand on rêve, quoi. Et ici, c'est... voilà, quoi. Donc, il y a un usage, en fait, qui est juste dans certains cinémas de ces 48 images secondes. Mais on la voit, la différence? Oui. Alors, il y a des gens qui sont très gênés par le passage, les sauts, en fait. Parce que des fois, ça saute sur un plan, des fois, ça saute sur une séquence entière. Et il y a des gens chez qui ça passe parfaitement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué. On a eu des films comme Le Hobbit, par exemple, la saga des Hobbits, qui était entièrement à 48 images secondes. Et les gens sortaient du film... Parce qu'ils avaient l'impression de voir un soap-opéra, si vous voulez, tourné en DV. Ça fait un peu plus vidéo, non? C'est ça? Un effet vidéo comme ça. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il explore... Alors, on en est au début. Moi, je pense que ça va s'affiner avec les suites. En tout cas, il faut le voir au cinéma. Il explore la technologie. Sur un grand écran et se prendre une grosse claque. Et donc, on clique sur Avatar 2.